Le vicomte de Bragelonne, partie 20, chapitre 87. Du Havre à Paris. Le lendemain, les fêtes eurent lieu avec toute la pompe et toute l'allégresse que les ressources de la ville et la disposition des esprits pouvaient donner. Pendant les dernières heures passées au Havre, le départ avait été préparé. Madame, après avoir fait ses adieux à la flotte anglaise et salué une dernière fois la patrie en saluant son pavillon, monta en carrosse au milieu d'une brillante escorte. De Guiche espérait que le duc de Buckingham retournerait avec l'amiral en Angleterre. Mais Buckingham parvint à prouver à la reine que ce serait une inconvenance de laisser arriver madame presque abandonnée à Paris. Ce point une fois arrêté, que Buckingham accompagnerait madame, le jeune duc se choisit une cour de gentilshommes et d'officiers destinés à lui faire cortège à lui-même, en sorte que ce fut une armée qui s'achemina vers Paris, semant l'or et jetant les démonstrations brillantes au milieu des villes et des villages qu'elle traversait. Le temps était beau, la France était belle à voir, surtout de cette route que traversait le cortège. Le printemps jetait ses fleurs et ses feuillages embaumés sur les pas de cette jeunesse. Toute la Normandie, aux végétations plantureuses, aux horizons bleus, aux fleuves argentés, se présentait comme un paradis pour la nouvelle sœur du roi. Ce n'était que fête et énivrement sur la route. De Guiche et Buckingham oubliaient tout. De Guiche pour réprimer les nouvelles tentatives de l'anglais, Buckingham pour réveiller dans le cœur de la princesse un souvenir plus vif de la patrie à laquelle se rattachait la mémoire des jours heureux. Mais, hélas, le pauvre duc pouvait s'apercevoir que l'image de sa chère Angleterre s'effaçait de jour en jour dans l'esprit de madame, à mesure que s'y imprimait plus profondément l'amour de la France. En effet, il pouvait s'apercevoir que tous ces petits soins n'éveillaient aucune reconnaissance, et il avait beau cheminer avec grâce sur l'un des plus fougueux coursiers du Yorkshire, ce n'était que par hasard et accidentellement que les yeux de la princesse tombaient sur lui. En vain essayait-il, pour fixer sur lui un de ses regards égarés dans l'espace ou arrêtés ailleurs, de faire produire à la nature animale tout ce qu'elle peut réunir de force, de vigueur, de colère et d'adresse. En vain, surexcitant le cheval aux narines de feu, le lançait-il au risque de se briser 1000 fois contre les arbres ou de rouler dans les fossés, par-dessus les barrières et sur la déclivité des rapides collines. Madame, attirée par le bruit, tournait un moment la tête, puis, souriant légèrement, revenait à ses gardiens fidèles, Raoul et De Guiche, qui chevauchaient tranquillement aux portières de son carrosse. Alors Buckingham se sentait en proie à toutes les tortures de la jalousie. Une douleur inconnue, inouïe, brûlante, se glissait dans ses veines et allait assiéger son cœur. Alors, pour prouver qu'il comprenait sa folie et qu'il voulait racheter par la plus humble soumission ses torts d'étourderie, il domptait son cheval et le forçait, tout ruisselant de sueur, tout blanchi d'une écume épaisse, à ronger son frein près du carrosse, dans la foule des courtisans. Quelquefois, il obtenait pour récompense un mot de madame, et encore ce mot lui semblait-il un reproche. « Bien, monsieur de Buckingham, disait-elle, vous voilà raisonnable. » Ou un mot de Raoul. « Vous tuez votre cheval, monsieur de Buckingham. » Et Buckingham écoutait patiemment Raoul, car il sentait instinctivement, sans qu'aucune preuve lui en eût été donnée, que Raoul était le modérateur des sentiments de De Guiche, et que, sans Raoul, déjà quelque folle démarche, soit du comte, soit de lui, Buckingham, eût amené une rupture, un éclat, un exil peut-être. Depuis la fameuse conversation que les deux jeunes gens avaient eue dans les tentes du Havre, et dans laquelle Raoul avait fait sentir au duc l'inconvenance de ses manifestations, Buckingham était comme malgré lui, attiré vers Raoul. Souvent il engageait la conversation avec lui, et presque toujours c'était pour lui parler ou de son père ou de d'Artagnan, leur ami commun, dont Buckingham était presque aussi enthousiaste que Raoul. Raoul affectait principalement de ramener l'entretien sur ce sujet devant De Wardes, qui, pendant tout le voyage,
avait été blessé de la supériorité de Bragelonne et surtout de son influence sur l'esprit de De Guiche. De Wardes avait cet œil fin et inquisiteur qui distingue toute mauvaise nature. Il avait remarqué sur le champ la tristesse de Guiche et ses aspirations amoureuses vers la princesse. Au lieu de traiter le sujet avec la réserve de Raoul, au lieu de ménager dignement, comme ce dernier, les convenances et les devoirs, De Wardes attaquait avec résolution chez le comte cette corde toujours sonore de l'audace juvénile et de l'orgueil égoïste. Or, il arriva qu'un soir, pendant une halte à Mantes, De Guiche et De Wardes, causant ensemble appuyés à une barrière, Buckingham et Raoul causant de leur côté en se promenant, Manicamp faisant sa cour aux princesses, qui déjà le traitaient sans conséquence à cause de la souplesse de son esprit, de la bonhomie civile de ses manières et de son caractère conciliant. « Avoue, dit De Wardes au comte, que te voilà bien malade et que ton pédagogue ne te guérit pas. »« Je ne te comprends pas, dit le comte. »« C'est facile, cependant. Tu dessèches d'amour. »« Folie, De Wardes, folie. Ce serait folie, oui, j'en conviens, si madame était indifférente à ton martyre. Mais elle le remarque à un tel point qu'elle se compromet, et je tremble qu'en arrivant à Paris, ton pédagogue, monsieur de Bragelonne, ne vous dénonce tous les deux. De Wardes, encore une attaque à Bragelonne. Allons, trêve d'enfantillage, reprit à demi-voix le mauvais génie du comte. Tu sais aussi bien que moi tout ce que je veux dire. Tu vois bien, d'ailleurs, que le regard de la princesse s'adoucit en te parlant. Tu comprends au son de sa voix qu'elle se plaît à entendre la tienne. Tu sens qu'elle entend les vers que tu lui récites, et tu ne nieras point que chaque matin elle ne te dise qu'elle a mal dormi. C'est vrai, De Wardes, c'est vrai. Mais à quoi bon me dire tout cela? N'est-il pas important de voir clairement les choses? Non, quand les choses qu'on voit peuvent vous rendre fou. Et il se retourna avec inquiétude du côté de la princesse, comme si, tout en repoussant les insinuations de Wardes, il eût voulu en chercher la confirmation dans ses yeux. « Tiens, dit De Wardes, regarde, elle t'appelle, entends-tu? Allons, profite de l'occasion, le pédagogue n'est pas là. » De Guiche n'y put tenir, une attraction invincible l'attirait vers la princesse. De Wardes le regarda en souriant. « Vous vous trompez, monsieur, dit tout à coup Raoul en enjambant la barrière où, un instant auparavant, s'adossaient les deux causeurs. Le pédagogue est là, et il vous écoute. De Wardes, à la voix de Raoul, qu'il reconnut sans avoir besoin de le regarder, tira son épée à demi. « Rentrez votre épée, dit Raoul. Vous savez bien que, pendant le voyage que nous accomplissons, toute démonstration de ce genre serait inutile. Rentrez votre épée. Mais aussi rentrez votre langue. Pourquoi mettez-vous dans le cœur de celui que vous nommez votre ami tout le fiel qui ronge le vôtre? À moi, vous voulez faire haïr un honnête homme, ami de mon père et des miens. Au comte, vous voulez faire aimer une femme destinée à votre maître. En vérité, monsieur, vous seriez un traître et un lâche à mes yeux, si, bien plus justement, je ne vous regardais comme un fou. « Monsieur, s'écria De Wardes exaspéré, je ne m'étais donc pas trompé en vous appelant un pédagogue. Ce ton que vous affectez, cette forme dont vous faites la vôtre, est celle d'un jésuite fouetteur et non celle d'un gentilhomme. Quittez donc, je vous prie, vis-à-vis de moi, cette forme et ce ton. Je hais monsieur d'Artagnan parce qu'il a commis une lâcheté envers mon père. »« Vous mentez, monsieur, dit froidement Raoul. »« Oh, s'écria De Wardes, vous me donnez un démenti, monsieur ? » ?»« Pourquoi pas, si ce que vous dites est faux. »« Vous me donnez un démenti et vous ne mettez pas l'épée à la main ? Monsieur, je me suis promis à moi-même de ne vous tuer que lorsque nous aurons remis madame à son époux. »« Me tuer ? Oh, votre poignée de verge ne tue point ainsi, monsieur le pédant. »« Non, répliqua froidement Raoul, mais l'épée de monsieur d'Artagnan tue. Et non seulement j'ai cette épée, monsieur, mais c'est lui qui m'a appris à m'en servir. Et c'est avec cette épée, monsieur, que je vengerai, en temps utile, son nom outragé par vous. »« Monsieur, monsieur, s'écria De Wardes, prenez garde. Si vous ne me rendez pas raison sur le champ,
Tous les moyens me seront bons pour me venger. »« Oh, monsieur, » fit Buckingham en apparaissant tout à coup sur le théâtre de la scène. « Voilà une menace qui frise l'assassinat, et qui, par conséquent, est d'assez mauvais goût pour un gentilhomme. »« Vous dites, monsieur le duc, » dit de Wardes en se retournant. « Je dis que vous venez de prononcer des paroles qui sonnent mal à mes oreilles anglaises. »« Eh bien, monsieur, si ce que vous dites est vrai, » s'écria de Wardes exaspéré, « tant mieux. Je trouverai au moins en vous un homme qui ne me glissera pas entre les doigts. Prenez donc mes paroles comme vous l'entendez. »« Je les prends comme il faut, monsieur, » répondit Buckingham avec ce ton hautain qui lui était particulier et qui donnait, même dans la conversation ordinaire, le ton de défi à ce qu'il disait. « Monsieur de Bragelonne est mon ami. Vous insultez monsieur de Bragelonne. Vous me rendrez raison de cette insulte. » De Wardes jeta un regard sur Bragelonne, qui, fidèle à son rôle, demeurait calme et froid, même devant le défi du duc. « Et d'abord, il paraît que je n'insulte pas monsieur de Bragelonne, puisque monsieur de Bragelonne, qui a une épée au côté, ne se regarde pas comme insulté. Mais, enfin, vous insultez quelqu'un. »« Oui, j'insulte monsieur d'Artagnan, » reprit de Wardes, qui avait remarqué que ce nom était le seul aiguillon avec lequel il put éveiller la colère de Raoul. « Alors, dit Buckingham, c'est autre chose. »« N'est-ce pas, dit de Wardes, c'est donc aux amis de monsieur d'Artagnan de le défendre. »« Je suis tout à fait de votre avis, monsieur, répondit l'Anglais, qui avait retrouvé tout son flegme. Pour monsieur de Bragelonne offensé, je ne pouvais raisonnablement prendre le parti de monsieur de Bragelonne, puisqu'il est là. Mais dès qu'il est question de monsieur d'Artagnan... »« Vous me laissez la place, n'est-ce pas, monsieur, dit de Wardes. »« Non, pas. Au contraire, je dégaine, dit Buckingham en tirant son épée du fourreau. Car si monsieur d'Artagnan a offensé monsieur votre père, il a rendu, ou, du moins, il a tenté de rendre un grand service au mien. » De Wardes fit un mouvement de stupeur. « Monsieur d'Artagnan, poursuivit Buckingham, est le plus galant gentilhomme que je connaisse. Je serais donc enchanté, lui ayant des obligations personnelles, de vous les payer, à vous, d'un coup d'épée. » Et, en même temps, Buckingham tira gracieusement son épée, salua Raoul et se mit en garde. De Wardes fit un pas pour croiser le fer. « Là, là, messieurs, dit Raoul en s'avançant et en posant à son tour son épée nue entre les combattants. Tout cela ne vaut pas la peine qu'on s'égorge presque aux yeux de la princesse. Monsieur de Wardes dit du mal de monsieur d'Artagnan, mais il ne connaît même pas monsieur d'Artagnan. »« Oh oh » fit de Wardes en grinçant des dents et en abaissant la pointe de son épée sur le bout de sa botte. « Vous dites que moi, je ne connais pas monsieur d'Artagnan ? » ?»« Et non, vous ne le connaissez pas, » reprit froidement Raoul. « Et même, vous ignorez où il est. »« Moi, j'ignore où il est ? » ?»« Sans doute, et il faut bien que cela soit ainsi, puisque vous cherchez, à son propos, querelle à des étrangers, au lieu d'aller trouver monsieur d'Artagnan où il est. » De Wardes pâlit. « Eh bien, je vais vous le dire, moi, monsieur, où il est, » continua Raoul. « Monsieur d'Artagnan est à Paris. Il loge au Louvre quand il est de service, rue des Lombards quand il ne l'est pas. Monsieur d'Artagnan est parfaitement trouvable à l'un ou l'autre de ces deux domiciles. Donc, ayant tous les griefs que vous avez contre lui, vous n'êtes point un galant homme, en ne l'allant point quérir, pour qu'il vous donne la satisfaction que vous semblez demander à tout le monde, excepté à lui. » De Wardes essuya son front ruisselant de sueur. « Fi, monsieur de Wardes, continua Raoul, il ne sied point d'être ainsi ferrailleur quand nous avons des édits contre les duels. Songez-y, le roi nous en voudrait de notre désobéissance, surtout dans un pareil moment, et le roi aurait raison. »« Excuse, » murmura de Wardes. « Prétexte !»« Allons donc, » reprit Raoul. « Vous dites là des billevesées, mon cher monsieur de Wardes. Vous savez bien que monsieur le duc de Buckingham est un galant homme qui a tiré l'épée 10 fois et qui se battra bien 11. Il porte un nom qui oblige, que diable ! Quant à moi, n'est-ce pas ? Vous savez bien que je me bats aussi. Je me suis battu à Lens, à Blénaud, aux Dunes, en avant des canonniers, à 100 pas en avant de la ligne, tandis que vous, par parenthèse, vous étiez à 100 pas en arrière. Il est vrai que là-bas, il y avait beaucoup trop de monde pour que l'on vît votre bravoure. C'est pourquoi vous la cachiez. Mais ici,
Ce serait un spectacle, un scandale. Vous voulez faire parler de vous, n'importe de quelle façon. Eh bien, ne comptez pas sur moi, monsieur de Wardes, pour vous aider dans ce projet. Je ne vous donnerai pas ce plaisir. Ceci est plein de raisons, dit Buckingham en rengainant son épée, et je vous demande pardon, monsieur de Bragelonne, de m'être laissé entraîner à un premier mouvement. Mais, au contraire, de Wardes, furieux, fit un bond en avant, et l'épée haute, menaçant Raoul, qui n'eut que le temps d'arriver à une parade de cartes. « Hé, monsieur, dit tranquillement Bragelonne, prenez donc garde, vous allez m'éborgner. »« Mais vous ne voulez pas vous battre !» s'écria monsieur de Wardes. « Non, pas pour le moment. Mais voilà ce que je vous promets aussitôt notre arrivée à Paris. Je vous mènerai à monsieur d'Artagnan, auquel vous compterez les griefs que vous pourrez avoir contre lui. Monsieur d'Artagnan demandera au roi la permission de vous allonger un coup d'épée. Le roi la lui accordera, et, le coup d'épée reçu, eh bien, mon cher monsieur de Wardes, vous considérerez d'un œil plus calme les préceptes de l'Évangile qui commandent l'oubli des injures. « Ah !» s'écria de Wardes, furieux de ce sang-froid. « On voit bien que vous êtes à moitié bâtard, monsieur de Bragelonne. » Raoul devint pâle comme le col de sa chemise. Son œil lança un éclair qui fit reculer de Wardes. Buckingham lui-même en fut ébloui et se jeta entre les deux adversaires, qu'il s'attendait à voir se précipiter l'un sur l'autre. De Wardes avait réservé cette injure pour la dernière. Il serrait convulsivement son épée et attendait le choc. « Vous avez raison, monsieur, » dit Raoul en faisant un violent effort sur lui-même. « Je ne connais que le nom de mon père. Mais je sais trop combien monsieur le comte de la Fère est homme de bien et d'honneur pour craindre un seul instant, comme vous semblez le dire, qu'il y ait une tache sur ma naissance. Cette ignorance où je suis du nom de ma mère est donc seulement pour moi un malheur, et non un opprobre. Or, vous manquez de loyauté, monsieur. Vous manquez de courtoisie en me reprochant un malheur. N'importe, l'insulte existe. Et, cette fois, je me tiens pour insulter. Donc, cette chose convenue, après avoir vidé votre querelle avec monsieur d'Artagnan, vous aurez affaire à moi, s'il vous plaît. »« Oh, oh !» répondit de Wardes avec un sourire amer. « J'admire votre prudence, monsieur. Tout à l'heure, vous me promettiez un coup d'épée de monsieur d'Artagnan, et c'est après ce coup d'épée, déjà reçu par moi, que vous m'offrez le vôtre. »« Ne vous inquiétez point, » répondit Raoul avec une sourde colère. « Monsieur d'Artagnan est un habile homme en fait d'armes, et je lui demanderai cette grâce qu'il fasse pour vous ce qu'il a fait pour monsieur votre père, c'est-à-dire qu'il ne vous tue pas tout à fait, afin qu'il me laisse le plaisir, quand vous serez guéri, de vous tuer sérieusement, car vous êtes un méchant cœur, monsieur de Wardes, et l'on ne saurait, en vérité, prendre trop de précautions contre vous. »« Monsieur, j'en prendrai contre vous-même, » dit de Wardes. « Soyez tranquille. »« Monsieur, » fit Buckingham, « permettez-moi de traduire vos paroles par un conseil que je vais donner à monsieur de Bragelonne. Monsieur de Bragelonne, portez une cuirasse. » De Wardes serra les poings. « Ah, je comprends, dit-il. Ces messieurs attendent le moment où ils auront pris cette précaution pour se mesurer contre moi. »« Allons, monsieur, dit Raoul, puisque vous le voulez absolument, finissons-en. » Et il fit un pas vers de Wardes en étendant son épée. « Que faites-vous » demanda Buckingham. « Soyez tranquille, dit Raoul, ce ne sera pas long. » De Wardes tomba en garde. Les fers se croisèrent. De Wardes s'élança avec une telle précipitation sur Raoul qu'au premier froissement du fer, il fut évident pour Buckingham que Raoul ménageait son adversaire. Buckingham recula d'un pas et regarda la lutte. Raoul était calme, comme s'il eût joué avec un fleuret, au lieu de jouer avec une épée. Il dégagea son arme engagée jusqu'à la poignée en faisant un pas de retraite, para avec des contres les 3 ou 4 coups que lui porta de Wardes. Puis, sur une menace en carte basse que de Wardes para par le cercle, il lia l'épée et l'envoya à 20 pas de l'autre côté de la barrière. Puis, comme de Wardes demeurait désarmé et étourdi, Raoul remit son épée au fourreau, le saisit au collet et à la ceinture et le jeta de l'autre côté de la barrière, frémissant et hurlant de rage. « Au revoir, murmura de Wardes en se relevant et en ramassant son épée. « Eh, pardieu, dit Raoul, je ne vous répète pas autre chose depuis 1 heure. » Puis, se retournant vers Buckingham, « Duc, dit-il,
Pas un mot de tout cela, je vous en supplie. Je suis honteux d'en être venu à cette extrémité, mais la colère m'a emporté. Je vous en demande pardon. Oubliez. Ah, cher vicomte, dit le duc en serrant cette main si rude et si loyale à la fois. Vous me permettrez bien de me souvenir, au contraire, et de me souvenir de votre salut. Cet homme est dangereux. Il vous tuera. Mon père, répondit Raoul, a vécu 20 ans sous la menace d'un ennemi bien plus redoutable, et il n'est pas mort. Je suis d'un sang que Dieu favorise, monsieur le duc. Votre père avait de bons amis, vicomte. Oui, soupira Raoul, des amis comme il n'y en a plus. Oh, ne dites point cela, je vous en supplie, au moment où je vous offre mon amitié. Et Buckingham ouvrit ses bras à Bragelonne, qui reçut avec joie l'alliance offerte. Dans ma famille, ajouta Buckingham, on meurt pour ceux que l'on aime. Vous savez cela, monsieur de Bragelonne? Oui, duc, je le sais, répondit Raoul. Chapitre 88. Ce que le chevalier de Lorraine pensait de madame. Rien ne troubla plus la sécurité de la route. Sous un prétexte qui ne fit pas grand bruit, M. de Wardes s'échappa pour prendre les devants. Il emmena Manicamp, dont l'humeur égale et rêveuse lui servait de balance. Il est à remarquer que les esprits querelleurs et inquiets trouvent toujours une association à faire avec des caractères doux et timides, comme si les uns cherchaient dans le contraste un repos à leur humeur, les autres une défense pour leur propre faiblesse. Buckingham et Bragelonne, initiant De Guiche à leur amitié, formaient tout le long de la route un concert de louanges en l'honneur de la princesse. Seulement Bragelonne avait obtenu que ce concert fût donné par trio au lieu de procéder par solo comme De Guiche et son rival semblaient en avoir la dangereuse habitude. Cette méthode d'harmonie plut beaucoup à madame Henriette, la reine-mère. Elle ne fut peut-être pas autant du goût de la jeune princesse, qui était coquette comme un démon et qui, sans crainte pour sa voix, cherchait les occasions du péril. Elle avait, en effet, un de ces cœurs vaillants et téméraires, qui se plaisent dans les extrêmes de la délicatesse et cherchent le fer avec un certain appétit de la blessure. Aussi ses regards, ses sourires, ses toilettes, projectiles inépuisables, pleuvaient-ils sur les trois jeunes gens, les criblaient-ils, et de cet arsenal sans fond sortaient encore des œillades, des baisemains et mille autres délices qui allaient férir à distance les gentilshommes de l'escorte, les bourgeois, les officiers des villes que l'on traversait, les pages, le peuple, les laquais. C'était un ravage général, une dévastation universelle. Lorsque madame arriva à Paris, elle avait fait en chemin 100 000 amoureux et ramenait à Paris une demi-douzaine de fous et 2 aliénés. Raoul seul, devinant toute la séduction de cette femme, et parce qu'il avait le cœur rempli, n'offrant aucun vide où pût se placer une flèche, Raoul arriva froid et défiant dans la capitale du royaume. Parfois, en route, il causait avec la reine d'Angleterre de ce charme enivrant que laissait madame autour d'elle, et la mère, que tant de malheurs et de déceptions laissait expérimenter, lui répondait « Henriette devait être une femme illustre, soit qu'elle fût née sur le trône, soit qu'elle fût née dans l'obscurité, car elle est femme d'imagination, de caprice et de volonté. » De Wardes et Manicamp, éclaireurs et courriers, avaient annoncé l'arrivée de la princesse. Le cortège vit, à Nanterre, apparaître une brillante escorte de cavaliers et de carrosses. C'était monsieur qui, suivi du chevalier de Lorraine et de ses favoris, suivi eux-mêmes d'une partie de la maison militaire du roi, venait saluer sa royale fiancée. Dès Saint-Germain, la princesse et sa mère avaient changé le coche de voyage, un peu lourd, un peu fatigué par la route, contre un élégant et riche coupé traîné par 6 chevaux, harnachés de blanc et d'or. Dans cette sorte de calèche apparaissait, comme sur un trône sous le parasol de soie brodée à longues franges de plumes, la jeune et belle princesse, dont le visage radieux recevait les reflets rosés si doux à sa peau de nacre. Monsieur, en arrivant près du carrosse, fut frappé de cet éclat. Il témoigna son admiration en termes assez explicites pour que le chevalier de Lorraine haussât les épaules dans le groupe des courtisans et pour que le comte de Guiche et Buckingham fussent frappés au cœur. Après les civilités faites et le cérémonial accompli, tout le cortège reprit plus lentement la route de Paris.
les présentations avaient eu lieu légèrement. Monsieur de Buckingham avait été désigné à monsieur avec les autres gentilshommes anglais. Monsieur n'avait donné à tous qu'une attention assez légère. Mais en chemin, comme il vit le duc s'empresser avec la même ardeur que d'habitude aux portières de la calèche, « Quel est ce cavalier » demanda-t-il au chevalier de Lorraine, son inséparable. « On l'a présenté tout à l'heure à votre Altesse, » répliqua le chevalier de Lorraine. « C'est le beau duc de Buckingham. »« Ah, c'est vrai. Le chevalier de madame, » ajouta le favori avec un tour et un ton que les seuls envieux peuvent donner aux phrases les plus simples. « Comment ? Que veux-tu dire » répliqua le prince, toujours chevauchant. « J'ai dit le chevalier. »« Madame a-t-elle donc un chevalier attitré ? » ?»« Dame, il me semble que vous le voyez comme moi. Regardez-les seulement rire et folâtrer, et faire du Cyrus tous les deux. »« Tous les trois. Comment ? Tous les trois ? Sans doute. Tu vois bien que De Guiche en est. »« Certes, oui, je le vois bien, mais qu'est-ce que cela prouve ? Que madame a 2 chevaliers au lieu d'1 ? Tu envenimes tout, vipère. »« Je n'envenime rien. Ah, monseigneur, que vous avez l'esprit mal fait. Voilà qu'on fait les honneurs du royaume de France à votre femme, et vous n'êtes pas content. » Le duc d'Orléans redoutait la verve satirique du chevalier, lorsqu'il la sentait monter à un certain degré de vigueur. Il coupa court. « La princesse est jolie, » dit-il négligemment, comme s'il s'agissait d'une étrangère. « Oui, » répliqua sur le même ton le chevalier. « Tu dis ce oui comme un non. Elle a des yeux noirs fort beaux, ce me semble. Petits, c'est vrai, mais brillants. Elle est d'une taille avantageuse. La taille est un peu gâtée, monseigneur. Je ne dis pas non. L'air est noble, mais le visage est maigre. Les dents m'ont paru admirables. On les voit, la bouche est assez grande. Dieu merci. Décidément, monseigneur, j'avais tort. Vous êtes plus beau que votre femme. Et trouves-tu aussi que je sois plus beau que Buckingham ? Dis. Oh oui, et il le sent bien, allez, car, voyez-le, il redouble de soins près de madame pour que vous ne l'effaciez pas. Monsieur fit un mouvement d'impatience, mais, comme il vit un sourire de triomphe passer sur les lèvres du chevalier, il remit son cheval au pas. « Au fait, dit-il, pourquoi m'occuperais-je plus longtemps de ma cousine ? Est-ce que je ne la connais pas ? Est-ce que je n'ai pas été élevé avec elle ? Est-ce que je ne l'ai pas vue tout enfant au Louvre ? » « Ah, pardon, mon prince, il y a un changement d'opérer en elle, » fit le chevalier. « À cette époque dont vous parlez, elle était un peu moins brillante, et surtout beaucoup moins fière. Ce soir, surtout, vous en souvient-il, monseigneur, où le roi ne voulait pas danser avec elle, parce qu'il la trouvait laide et mal vêtue ? » Ces mots firent froncer le sourcil au duc d'Orléans. Il était, en effet, assez peu flatteur pour lui d'épouser une princesse dont le roi n'avait pas fait grand cas dans sa jeunesse. Peut-être allait-il répondre, mais en ce moment, De Guiche quittait le carrosse pour se rapprocher du prince. De loin, il avait vu le prince et le chevalier, et il semblait, l'oreille inquiète, chercher à deviner les paroles qui venaient d'être échangées entre monsieur et son favori. Ce dernier, soit perfidie, soit impudence, ne prit pas la peine de dissimuler. « Comte, dit-il, vous êtes de bon goût. »« Merci du compliment, » répondit De Guiche. « Mais à quel propos me dites-vous cela ? » ?»« Dame, j'en appelle à son Altesse. »« Sans doute, dit monsieur, et Guiche sait bien que je pense qu'il est parfait cavalier. Ceci posé, je reprends, comte. Vous êtes auprès de madame depuis 8 jours, n'est-ce pas ? » ?»« Sans doute, » répondit De Guiche, rougissant malgré lui. « Eh bien, dites-nous franchement ce que vous pensez de sa personne. »« De sa personne ? » reprit De Guiche, stupéfait. « Oui, de sa personne, de son esprit, d'elle, enfin. » Étourdi de cette question, De Guiche hésita à répondre. « Allons donc, De Guiche, » reprit le chevalier en riant. « Dis ce que tu penses, sois franc. Monsieur l'ordonne. »« Oui, oui, sois franc, » dit le prince. De Guiche balbutia quelques mots inintelligibles. « Je sais bien que c'est délicat, » reprit monsieur, « mais, enfin, tu sais qu'on peut tout me dire, à moi. Comment la trouves-tu » Pour cacher ce qui se passait en lui, De Guiche eut recours à la seule défense qui soit au pouvoir de l'homme surpris. Il mentit. «
Je ne trouve madame, dit-il, ni bien ni mal, mais cependant mieux que mal. « Eh, cher comte !» s'écria le chevalier, « vous qui aviez fait tant d'extase et de cris à la vue de son portrait !» De Guiche rougit jusqu'aux oreilles. Heureusement son cheval un peu vif lui servit, par un écart, à dissimuler cette rougeur. « Le portrait » murmura-t-il en se rapprochant. « Quel portrait ?» Le chevalier ne l'avait pas quitté du regard. « Oui, le portrait. La miniature n'était-elle donc pas ressemblante ? Je ne sais, j'ai oublié ce portrait. Il s'est effacé de mon esprit. »« Il avait fait pourtant sur vous une bien vive impression, » dit le chevalier. « C'est possible. »« A-t-elle de l'esprit, au moins ?» demanda le duc. « Je le crois, monseigneur. »« Et M. de Buckingham, en a-t-il ?» dit le chevalier. « Je ne sais. »« Moi, je suis d'avis qu'il en a, » répliqua le chevalier, « car il fait rire madame, et elle paraît prendre beaucoup de plaisir en sa société, ce qui n'arrive jamais à une femme d'esprit quand elle se trouve dans la compagnie d'un sot. »« Alors c'est qu'il a de l'esprit, » dit naïvement De Guiche, au secours duquel Raoul arriva soudain, le voyant aux prises avec ce dangereux interlocuteur, dont il s'empara et qu'il força ainsi de changer d'entretien. L'entrée se fit brillante et joyeuse. Le roi, pour fêter son frère, avait ordonné que les choses fussent magnifiquement traitées. Madame et sa mère descendirent au Louvre, à ce Louvre où, pendant les temps d'exil, elles avaient supporté si douloureusement l'obscurité, la misère, les privations. Ce palais inhospitalier pour la malheureuse fille de Henri IV, ses murs nus, ses parquets effondrés, ses plafonds tapissés de toiles d'araignée, ses vastes cheminées aux marbres écornés, ces âtres froids que l'aumône du Parlement avait à peine réchauffés pour elle, tout avait changé de face. Tentures splendides, tapis épais, dalles reluisantes, peintures fraîches aux larges bordures d'or. Partout, des candélabres, des glaces, des meubles somptueux. Partout, des gardes aux fières tournures, aux panaches flottants, un peuple de valets et de courtisans dans les antichambres et sur les escaliers. Dans ces cours où naguère l'herbe poussait encore, comme si cet ingrat de Mazarin eût jugé bon de prouver aux Parisiens que la solitude et le désordre devaient être, avec la misère et le désespoir, le cortège des monarchies abattues. Dans ces cours immenses, muettes, désolées, paradaient des cavaliers dont les chevaux arrachaient aux pavés brillants des milliers d'étincelles. Des carrosses étaient peuplés de femmes belles et jeunes qui attendaient, pour la saluer au passage, la fille de cette fille de France qui, durant son veuvage et son exil, n'avait quelquefois pas trouvé un morceau de bois pour son foyer et un morceau de pain pour sa table, et que dédaignaient les plus humbles serviteurs du château. Aussi, Madame Henriette rentra-t-elle au Louvre avec le cœur plus gonflé de douleur et d'amers souvenirs que sa fille, nature oublieuse et variable, n'y revint avec triomphe et joie. Elle savait bien que l'accueil brillant s'adressait à l'heureuse mère d'un roi replacé sur le second trône de l'Europe, tandis que l'accueil mauvais s'adressait à elle, fille de Henri IV, punie d'avoir été malheureuse. Après que les princesses eurent été installées, après qu'elles eurent pris quelque repos, les hommes, qui s'étaient aussi remis de leur fatigue, reprirent leurs habitudes et leurs travaux. Bragelonne commença par aller voir son père. Athos était reparti pour Blois. Il voulut aller voir M. d'Artagnan. Mais celui-ci, occupé de l'organisation d'une nouvelle maison militaire du roi, était devenu introuvable. Bragelonne se rabattit sur De Guiche. Mais le comte avait, avec ses tailleurs et avec Manicamp, des conférences qui absorbaient sa journée entière. C'était bien pis avec le duc de Buckingham. Celui-ci achetait chevaux sur chevaux, diamant sur diamant. Tout ce que Paris renferme de brodeuses, de lapidaires, de tailleurs, il l'accaparait. C'était entre lui et De Guiche un assaut plus ou moins courtois pour le succès duquel le duc voulait dépenser 1 million, tandis que le maréchal de Gramont avait donné 60 000 livres seulement à De Guiche. Buckingham riait et dépensait son million. De Guiche soupirait et se fût arraché les cheveux sans les conseils de Wardes. 1 million, répétait tous les jours De Guiche. J'y succomberais.
Pourquoi monsieur le maréchal ne veut-il pas m'avancer ma part de succession ? Parce que tu la dévorerais, disait Raoul. Eh, que lui importe ? Si j'en dois mourir, j'en mourrai. Alors je n'aurai plus besoin de rien. Mais quelle nécessité de mourir, disait Raoul. Je ne veux pas être vaincu en élégance par un Anglais. Mon cher comte, dit alors Manicamp, l'élégance n'est pas une chose coûteuse, ce n'est qu'une chose difficile. Oui, mais les choses difficiles coûtent fort cher, et je n'ai que 60 000 livres. Pardieu, dit de Wardes, tu es bien embarrassé. Dépense autant que Buckingham. Ce n'est que 940 000 livres de différence. Où les trouver ? Fais des dettes. J'en ai déjà. Raison de plus. Ses avis finirent par exciter tellement De Guiche qu'il fit des folies quand Buckingham ne faisait que des dépenses. Le bruit de ses prodigalités épanouissait la mine de tous les marchands de Paris, et de l'hôtel de Buckingham à l'hôtel de Gramont, on rêvait des merveilles. Pendant ce temps, madame se reposait, et Bragelonne écrivait à mademoiselle de la Vallière. 4 lettres s'étaient déjà échappées de sa plume, et pas une réponse n'arrivait, lorsque le matin même de la cérémonie du mariage, qui devait avoir lieu au Palais-Royal, dans la chapelle, Raoul, à sa toilette, entendit annoncer par son valet « Monsieur de Malicorne !»« Que me veut ce Malicorne ?» pensa Raoul. « Faites attendre, dit-il au laquais. « C'est un monsieur qui vient de Blois, dit le valet. « Ah, faites entrer !» s'écria Raoul vivement. Malicorne entra, beau comme un astre et porteur d'une épée superbe. Après avoir salué gracieusement, « Monsieur de Bragelonne, fit-il, je vous apporte 1000 civilités de la part d'une dame. » Raoul rougit. « D'une dame, dit-il. D'une dame de Blois ? Oui, monsieur, de mademoiselle de Montalais. »« Ah, merci, monsieur, je vous reconnais maintenant, dit Raoul. Et que désire de moi, mademoiselle de Montalais ? » Malicorne tira de sa poche 4 lettres qu'il offrit à Raoul. « Mes lettres ? Est-il possible, dit celui-ci en pâlissant, mes lettres encore cachetées ? Monsieur, ces lettres n'ont plus trouvé à Blois les personnes à qui vous les destiniez. On vous les retourne. »« Mademoiselle de la Vallière est partie de Blois ?» s'écria Raoul. « Il y a 8 jours. Et où est-elle ? Elle doit être à Paris, monsieur. Mais comment sait-on que ces lettres venaient de moi ? Mademoiselle de Montalais a reconnu votre écriture et votre cachet, dit Malicorne. Raoul rougit et sourit. C'est fort aimable à mademoiselle Or, dit-il. Elle est toujours bonne et charmante. Toujours, monsieur. Elle eût bien dû me donner un renseignement précis sur mademoiselle de la Vallière. Je ne chercherai pas dans cet immense Paris. Malicorne tira de sa poche un autre paquet. Peut-être, dit-il, trouverez-vous dans cette lettre ce que vous souhaitez de savoir. Raoul rompit précipitamment le cachet. L'écriture était de mademoiselle Or, et voici ce que renfermait la lettre. Paris, Palais-Royal, jour de la bénédiction nuptiale. Que signifie cela ? Demanda Raoul à Malicorne. Vous le savez, vous, monsieur ? Oui, monsieur le vicomte. De grâce, dites-le-moi alors. Impossible, monsieur. Pourquoi ? Parce que mademoiselle Or m'a défendu de le dire. Raoul regarda ce singulier personnage et resta muet. Au moins, reprit-il, est-ce heureux ou malheureux pour moi ? Vous verrez. Vous êtes sévère dans vos discrétions. Monsieur, une grâce. En échange de celle que vous ne me faites pas ? Précisément. Parlez ? J'ai le plus vif désir de voir la cérémonie et je n'ai pas de billet d'admission, malgré toutes les démarches que j'ai faites pour m'en procurer. Pourriez-vous me faire entrer ? Certes. Faites cela pour moi, monsieur le vicomte, je vous en supplie. Je le ferai volontiers, monsieur. Accompagnez-moi. Monsieur, je suis votre humble serviteur. Je vous croyais ami de monsieur de Manicamp. Oui, monsieur. Mais ce matin, j'ai, en le regardant s'habiller, fait tomber une bouteille de vernis sur son habit neuf, et il m'a chargé l'épée à la main, si bien que j'ai dû m'enfuir. Voilà pourquoi je ne lui ai pas demandé de billet. Il m'eût tué. Cela se conçoit, dit Raoul.
Je connais Manican capable de tuer l'homme assez malheureux pour commettre le crime que vous avez à vous reprocher à ses yeux, mais je réparerai le mal vis-à-vis de vous. J'agrafe mon manteau et je suis prêt à vous servir de guide et d'introducteur. » Chapitre 89. La surprise de mademoiselle de Montalais. Madame fut mariée au Palais Royal, dans la chapelle, devant un monde de courtisans sévèrement choisis. Cependant, malgré la haute faveur qu'indiquait une invitation, Raoul, fidèle à sa promesse, fit entrer Malicorne, désireux de jouir de ce curieux coup d'œil. Lorsqu'il eut acquitté cet engagement, Raoul se rapprocha de De Guiche, qui, pour contraste avec ses habits splendides, montrait un visage tellement bouleversé par la douleur que le duc de Buckingham seul pouvait lui disputer l'excès de la pâleur et de l'abattement. « Prends garde, comte, » dit Raoul en s'approchant de son ami et en s'apprêtant à le soutenir au moment où l'archevêque bénissait les deux époux. En effet, on voyait monsieur le prince de Condé regardant d'un œil curieux ces deux images de la désolation, debout comme des cariatides aux deux côtés de la nef. Le comte s'observa plus soigneusement. La cérémonie terminée, le roi et la reine passèrent dans le grand salon où ils se firent présenter madame et sa suite. On observa que le roi, qui avait paru très émerveillé à la vue de sa belle-sœur, lui fit les compliments les plus sincères. On observa que la reine-mère, attachant sur Buckingham un regard long et rêveur, se pencha vers madame de Motteville pour lui dire « Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à son père ?» On observa enfin que monsieur observait tout le monde et paraissait assez mécontent. Après la réception des princes et des ambassadeurs, monsieur demanda au roi la permission de lui présenter ainsi qu'à madame les personnes de sa maison nouvelle. « Savez-vous, vicomte, demanda tout bas monsieur le prince à Raoul, si la maison a été formée par une personne de goût et si nous aurons quelque visage assez propre ?»« Je l'ignore absolument, monseigneur, » répondit Raoul. « Oh, vous jouez l'ignorance. »« Comment cela, monseigneur ? Vous êtes l'ami de Guiche, qui est des amis du prince. »« C'est vrai, monseigneur. »« C'est vrai, monseigneur. Mais la chose ne m'intéressant point, je n'ai fait aucune question à De Guiche, et, de son côté, De Guiche, n'étant point interrogé, ne s'est point ouvert à moi. Mais Manican, j'ai vu, il est vrai, monsieur de Manican au Havre et sur la route, mais j'ai eu soin d'être aussi peu questionneur vis-à-vis de lui que je l'avais été vis-à-vis de Guiche. D'ailleurs, monsieur de Manican sait-il quelque chose de tout cela, lui qui n'est qu'un personnage secondaire ? »« Eh, mon cher vicomte, d'où sortez-vous ? » dit le prince. « Mais ce sont les personnages secondaires qui, en pareille occasion, ont toute influence. Et la preuve, c'est que presque tout s'est fait par la présentation de monsieur de Manican à De Guiche, et De Guiche à monsieur. »« Eh bien, monseigneur, j'ignorais cela complètement, » dit Raoul, « et c'est une nouvelle que votre Altesse me fait l'honneur de m'apprendre. »« Je veux bien vous croire, quoique ce soit incroyable, et d'ailleurs nous n'aurons pas longtemps à attendre. Voici l'escadron volant qui s'avance, comme disait la bonne reine Catherine. Tudieu, les jolis visages !» Une troupe de jeunes filles s'avançait en effet dans la salle sous la conduite de madame de Navailles. Et nous devons le dire à l'honneur de Manican, si en effet il avait pris à cette élection la part que lui accordait le prince de Condé, c'était un coup d'œil fait pour enchanter ceux qui, comme monsieur le prince, étaient appréciateurs de tous les genres de beauté. Une jeune femme blonde, qui pouvait avoir 20 à 21 ans, et dont les grands yeux bleus dégageaient en s'ouvrant des flammes éblouissantes, marchait la première et fut présentée la première. « Mademoiselle de Tonnay-Charente » dit à monsieur la vieille madame de Navailles. Et monsieur répéta en saluant madame. « Mademoiselle de Tonnay-Charente. »« Ah ah, celle-ci me paraît assez agréable, » dit monsieur le prince en se retournant vers Raoul. « Et d'une. »« En effet, » dit Raoul, « elle est jolie, quoiqu'elle ait l'air un peu hautain. »« Bah, nous connaissons ces airs-là, vicomte. Dans 3 mois, elle sera apprivoisée. Mais regardez donc, voici encore une beauté. »« Tiens, » dit Raoul, « et une beauté de ma connaissance même. »
Mademoiselle Or de Montalais, dit madame de Navailles. Nom et prénom furent scrupuleusement répétés par monsieur. Grand Dieu, s'écria Raoul, fixant des yeux effarés sur la porte d'entrée. Qu'y a-t-il? Demanda le prince. Et serait-ce mademoiselle Or de Montalais qui vous fait pousser un pareil grand Dieu? Non, monseigneur, non, répondit Raoul tout pâle et tout tremblant. Alors, si ce n'est mademoiselle de Montalais, c'est cette charmante blonde qui la suit. De jolis yeux, ma foi, un peu maigre, mais beaucoup de charme. Mademoiselle de la Baume Leblanc de la Vallière, dit madame de Navailles. À ce nom retentissant jusqu'au fond du cœur de Raoul, un nuage monta de sa poitrine à ses yeux. De sorte qu'il ne vit plus rien et n'entendit plus rien. De sorte que monsieur le prince, ne trouvant plus en lui qu'un écho muet à ses railleries, s'en alla voir de plus près les belles jeunes filles que son premier coup d'œil avait déjà détaillées. « Louise, ici. Louise, demoiselle d'honneur de madame, » murmurait Raoul. Et ses yeux, qui ne suffisaient pas à convaincre sa raison, erraient de Louise à Montalais. Au reste, cette dernière s'était déjà défaite de sa timidité d'emprunt, timidité qui ne devait lui servir qu'au moment de la présentation et pour les révérences. Mademoiselle de Montalais, de son petit coin à elle, regardait avec assez d'assurance tous les assistants, et, ayant retrouvé Raoul, elle s'amusait de l'étonnement profond où sa présence et celle de son ami avaient jeté le pauvre amoureux. Cet œil mutin, malicieux, railleur, que Raoul voulait éviter et qu'il revenait interroger sans cesse, mettait Raoul au supplice. Quant à Louise, soit timidité naturelle, soit toute autre raison dont Raoul ne pouvait se rendre compte, elle tenait constamment les yeux baissés, et, intimidée, éblouie, la respiration brève, elle se retirait le plus qu'elle pouvait à l'écart, impassible même au coup de coude de Montalais. Tout cela était pour Raoul une véritable énigme, dont le pauvre vicomte eût donné bien des choses pour savoir le mot. Mais nul n'était là pour le lui donner, pas même Malicorne, qui, un peu inquiet de se trouver avec tant de gentilshommes, et assez effaré des regards railleurs de Montalais, avait décrit un cercle, et peu à peu s'était allé placer à quelques pas de monsieur le prince, derrière le groupe des filles d'honneur, presque à la portée de la voix de mademoiselle Or, planète autour de laquelle, humble satellite, il semblait graviter forcément. En revenant à lui, Raoul crut reconnaître à sa gauche des voix connues. C'étaient, en effet, De Wardes, De Guiche et le chevalier de Lorraine qui causaient ensemble. Il est vrai qu'ils causaient si bas qu'à peine si l'on entendait le souffle de leurs paroles dans la vaste salle. Parler ainsi de sa place, du haut de sa taille, sans se pencher, sans regarder son interlocuteur, c'était un talent dont les nouveaux venus ne pouvaient atteindre du premier coup la sublimité. Aussi fallait-il une longue étude à ces causeries, qui, sans regard, sans ondulation de tête, semblaient la conversation d'un groupe de statues. En effet, au grand cercle du roi et des reines, tandis que leur majesté parlait et que tous paraissaient les écouter dans un religieux silence, il se tenait bon nombre de ces silencieux colloques dans lesquels l'adulation n'était point la note dominante. Mais Raoul était un de ces habiles dans cette étude toute d'étiquette, et, au mouvement des lèvres, il eût pu souvent deviner le sens des paroles. « Qu'est-ce que cette Montalais » demandait De Wardes. « Qu'est-ce que cette la Vallière ? Qu'est-ce que cette province qui nous arrive ?»« La Montalais, » dit le chevalier de Lorraine, « je la connais. C'est une bonne fille qui amusera la cour. La Vallière, c'est une charmante boiteuse. »« Peu, » dit De Wardes. « N'en faites pas fi, De Wardes. Il y a sur les boiteuses des axiomes latins très ingénieux et surtout fort caractéristiques. »« Messieurs, messieurs, dit De Guiche en regardant Raoul avec inquiétude, un peu de mesure, je vous prie. » Mais l'inquiétude du comte, en apparence du moins, était inopportune. Raoul avait gardé la contenance la plus ferme et la plus indifférente, quoiqu'il n'eût pas perdu un mot de ce qui venait de se dire. Il semblait tenir registre des insolences et des libertés des deux provocateurs pour régler avec eux son compte à l'occasion. De Wardes devina sans doute cette pensée et continua. « Quels sont les amants de ces demoiselles ?»«
De la Montalais ? Fit le chevalier. Oui, de la Montalais d'abord. Eh bien, vous, moi, De Guiche, qui voudra, pardieu. Et de l'autre ? De mademoiselle de la Vallière ? Oui. Prenez garde, messieurs, s'écria De Guiche pour couper court à la réponse du chevalier. Prenez garde, madame nous écoute. Raoul enfonçait sa main jusqu'au poignet dans son juste corps et ravageait sa poitrine et ses dentelles. Mais justement cet acharnement qu'il voyait se dresser contre de pauvres femmes lui fit prendre une résolution sérieuse. Cette pauvre Louise, se dit-il à lui-même, n'est venue ici que dans un but honorable et sous une honorable protection. Mais il faut que je connaisse ce but. Il faut que je sache qui la protège. Et, imitant la manœuvre de Malicorne, il se dirigea vers le groupe des filles d'honneur. Bientôt la présentation fut terminée. Le roi, qui n'avait cessé de regarder et d'admirer madame, sortit alors de la salle de réception avec les deux reines. Le chevalier de Lorraine reprit sa place à côté de monsieur, et tout en l'accompagnant, il lui glissa dans l'oreille quelques gouttes de ce poison qu'il avait amassé depuis 1 heure, en regardant de nouveaux visages et en soupçonnant quelques cœurs d'être heureux. Le roi, en sortant, avait entraîné derrière lui une partie des assistants. Mais ceux qui, parmi les courtisans, faisaient profession d'indépendance ou de galanterie, commencèrent à s'approcher des dames. Monsieur le prince complimenta mademoiselle de Tonnay-Charente. Buckingham fit la cour à madame de Chalais et à madame de Lafayette, que déjà madame avait distinguées et qu'elle aimait. Quant au comte de Guiche, abandonnant monsieur depuis qu'il pouvait se rapprocher seul de madame, il s'entretenait vivement avec madame de Valentinois, sa sœur, et mesdemoiselles de Créqui et de Châtillon. Au milieu de tous ses intérêts politiques ou amoureux, Malicorne voulait s'emparer de Montalais, mais celle-ci aimait bien mieux causer avec Raoul, ne fût-ce que pour jouir de toutes ses questions et de toutes ses surprises. Raoul était allé droit à mademoiselle de la Vallière, et l'avait saluée avec le plus profond respect. Ce que voyant, Louise rougit et balbutia, mais Montalais s'empressa de venir à son secours. « Eh bien, dit-elle, nous voilà, monsieur le vicomte. »« Je vous vois bien, dit en souriant Raoul, et c'est justement sur votre présence que je viens vous demander une petite explication. » Malicorne s'approcha avec son plus charmant sourire. « Éloignez-vous donc, monsieur Malicorne, dit Montalais. En vérité, vous êtes fort indiscret. » Malicorne se pinça les lèvres et fit 2 pas en arrière sans dire un seul mot. Seulement, son sourire changea d'expression et, d'ouvert qu'il était, devint railleur. « Vous voulez une explication, monsieur Raoul ?» demanda Montalais. « Certainement, la chose en vaut bien la peine, il me semble. Mademoiselle de la Vallière, fille d'honneur de madame. »« Pourquoi ne serait-elle pas fille d'honneur aussi bien que moi ?» demanda Montalais. « Recevez mes compliments, mesdemoiselles, » dit Raoul, qui crut s'apercevoir qu'on ne voulait pas lui répondre directement. « Vous dites cela d'un air fort complimenteur, monsieur le vicomte. »« Moi ? » ?»« Dame, j'en appelle à Louise. »« Monsieur de Bragelonne pense peut-être que la place est au-dessus de ma condition ?» dit Louise en balbutiant. « Oh, non pas, mademoiselle, » répliqua vivement Raoul. « Vous savez très bien que tel n'est pas mon sentiment. Je ne m'étonnerais pas que vous occupassiez la place d'une reine, à plus forte raison celle-ci. La seule chose dont je m'étonne, c'est de l'avoir appris aujourd'hui seulement, et par accident. »« Ah, c'est vrai, » répondit Montalais avec son étourderie ordinaire. « Tu ne comprends rien à cela, et, en effet, tu n'y dois rien comprendre. Monsieur de Bragelonne t'avait écrit 4 lettres, mais ta mère seule était restée à Blois. Il fallait éviter que ces lettres ne tombassent entre ses mains. Je les ai interceptées et renvoyées à monsieur Raoul, de sorte qu'il te croyait à Blois, quand tu étais à Paris, et ne savait pas surtout que tu fusses monté en dignité. »« Et quoi, tu n'avais pas fait prévenir monsieur Raoul, comme je t'en avais prié ?» s'écria Louise. « Bon, pour qu'il fît de l'austérité, pour qu'il prononçât des maximes, pour qu'il défît ce que nous avions eu tant de peine à faire ? Ah non, certes. »« Je suis donc bien sévère ? » demanda Raoul. « D'ailleurs, fit Montalais, cela me convenait ainsi. Je partais pour Paris,
Vous n'étiez pas là, Louise pleurait à chaudes larmes. Interprétez cela comme vous voudrez. J'ai prié mon protecteur, celui qui m'avait fait obtenir mon brevet, d'en demander un pour Louise. Le brevet est venu. Louise est partie pour commander ses habits. Moi, je suis restée en arrière, attendu que j'avais les miens. J'ai reçu vos lettres. Je vous les ai renvoyées en y ajoutant un mot qui vous promettait une surprise. Votre surprise, mon cher monsieur? La voilà. Elle me paraît bonne. Ne demandez pas autre chose. Allons, monsieur Malicorne. Il est temps que nous laissions ces jeunes gens ensemble. Ils ont une foule de choses à se dire. Donnez-moi votre main. J'espère que voilà un grand honneur que l'on vous fait, monsieur Malicorne. Pardon, mademoiselle, dit Raoul en arrêtant la folle jeune fille et en donnant à ses paroles une intonation dont la gravité contrastait avec celle de Montalais. Pardon, mais pourrais-je savoir le nom de ce protecteur? Car si l'on vous protège, vous, mademoiselle, et avec toutes sortes de raisons, Raoul s'inclina. Je ne vois pas les mêmes raisons pour que mademoiselle de la Vallière soit protégée. Mon Dieu, monsieur Raoul, dit naïvement Louise, la chose est bien simple, et je ne vois pas pourquoi je ne vous le dirais pas moi-même. Mon protecteur, c'est monsieur Malicorne. Raoul resta un instant stupéfait, se demandant si l'on se jouait de lui. Puis il se retourna pour interpeller Malicorne. Mais celui-ci était déjà loin, entraîné qu'il était par Montalais. Mademoiselle de la Vallière fit un mouvement pour suivre son amie, mais Raoul la retint avec une douce autorité. « Je vous en supplie, Louise, dit-il, un mot. »« Mais, monsieur Raoul, dit Louise, toute rougissante, nous sommes seuls. Tout le monde est parti. On va s'inquiéter, nous chercher. »« Ne craignez rien, dit le jeune homme en souriant. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre des personnages assez importants pour que notre absence se remarque. »« Mais mon service, monsieur Raoul !»« Tranquillisez-vous, mademoiselle. Je connais les usages de la cour. Votre service ne doit commencer que demain. Il vous reste donc quelques minutes pendant lesquelles vous pouvez me donner l'éclaircissement que je vais avoir l'honneur de vous demander. »« Comme vous êtes sérieux, monsieur Raoul, dit Louise tout inquiète. »« C'est que la circonstance est sérieuse, mademoiselle. M'écoutez-vous ? » ?»« Je vous écoute. Seulement, monsieur, je vous le répète, nous sommes bien seuls. »« Vous avez raison, dit Raoul. » Et, lui offrant la main, il conduisit la jeune fille dans la galerie voisine de la salle de réception et dont les fenêtres donnaient sur la place. Tout le monde se pressait à la fenêtre du milieu qui avait un balcon extérieur d'où l'on pouvait voir, dans tous leurs détails, les lents préparatifs du départ. Raoul ouvrit une des fenêtres latérales et là, seul avec mademoiselle de la Vallière, « Louise, dit-il, vous savez que, dès mon enfance, je vous ai chérie comme une sœur et que vous avez été la confidente de tous mes chagrins, la dépositaire de toutes mes espérances. »« Oui, répondit-elle bien bas, oui, monsieur Raoul, je sais cela. » Vous aviez l'habitude, de votre côté, de me témoigner la même amitié, la même confiance. Pourquoi, en cette rencontre, n'avez-vous pas été mon ami? Pourquoi vous êtes-vous défié de moi? La Vallière ne répondit point. « J'ai cru que vous m'aimiez, dit Raoul, dont la voix devenait de plus en plus tremblante. J'ai cru que vous aviez consenti à tous les plans faits en commun pour notre bonheur. Alors que, tous deux, nous nous promenions dans les grandes allées de Cour-Cheverny et sous les peupliers de l'avenue qui conduit à Blois. Vous ne répondez pas, Louise. » Il s'interrompit. « Serait-ce, demanda-t-il en respirant à peine, que vous ne m'aimeriez plus ?»« Je ne dis point cela, répliqua tout bas Louise. »« Oh, dites-le-moi bien, je vous en prie. J'ai mis tout l'espoir de ma vie en vous. Je vous ai choisi pour vos habitudes douces et simples. Ne vous laissez pas éblouir, Louise, à présent que vous voilà au milieu de la cour, où tout ce qui est pur se corrompt, où tout ce qui est jeune vieillit vite. Louise, fermez vos oreilles pour ne pas entendre les paroles, fermez vos yeux pour ne pas voir les exemples, fermez vos lèvres pour ne point respirer les souffles corrupteurs. Sans mensonge, sans détour, Louise, faut-il que je croie ces mots de mademoiselle de Montalais ? Louise, êtes-vous venue à Paris parce que je n'étais plus à Blois ? La Vallière rougit et cacha son visage dans ses mains.
Oui, n'est-ce pas? S'écria Raoul exalté. Oui, c'est pour cela que vous êtes venu. Oh, je vous aime comme jamais je ne vous ai aimé. Merci, Louise, de ce dévouement. Mais il faut que je prenne un parti pour vous mettre à couvert de toute insulte, pour vous garantir de toute tâche. Louise, une fille d'honneur, à la cour d'une jeune princesse, en ce temps de mœurs faciles et d'inconstant amour, une fille d'honneur est placée dans le centre des attaques sans aucune défense. Cette condition ne peut vous convenir. Il faut que vous soyez mariée pour être respectée. Mariée? Oui. Mon Dieu! Voici ma main, Louise. Laissez-y tomber la vôtre. Mais votre père? Mon père me laisse libre. Cependant, je comprends ce scrupule, Louise. Je consulterai mon père. Oh, monsieur Raoul, réfléchissez. Attendez. Attendre, c'est impossible. Réfléchir, Louise, réfléchir quand il s'agit de vous, ce serait vous insulter. Votre main, chère Louise, je suis maître de moi. Mon père dira oui, je vous le promets. Votre main, ne me faites point attendre ainsi. Répondez vite un mot, un seul, sinon je croirais que, pour vous changer à jamais, il a suffi d'un seul pas dans le palais, d'un seul souffle de la faveur, d'un seul sourire des reines, d'un seul regard du roi. Raoul n'avait pas prononcé ce dernier mot que la Vallière était devenue pâle comme la mort, sans doute par la crainte qu'elle avait de voir s'exalter le jeune homme. Aussi, par un mouvement rapide comme la pensée, jeta-t-elle ses deux mains dans celles de Raoul. Puis elle s'enfuit sans ajouter une syllabe et disparut sans avoir regardé en arrière. Raoul sentit son corps frissonner au contact de cette main. Il reçut le serment comme un serment solennel arraché par l'amour à la timidité virginale.